Comment prévoir un plan B? J'étais aussi naïve. À l'époque, on pouvait aller en boîte à 16 ans quand les permis étaient en papier et rire, on pouvait utiliser un peu de correcteur liquide. John Bon Jovi a incarné le romantisme du rock pendant 40 ans. L'auteur de Living on a Prayer a épousé en secret sa chérie du lycée. Mais en avril 2024, lors d'une interview, il a fait une déclaration qui a fait le tour du monde. Il a avoué avoir commis un meurtre sans en subir les conséquences. Il a évoqué une centaine de femmes, qualifiant cela de cliché arrogant. Que s'est-il réellement passé à huis clos? Pourquoi Dorothea est-elle restée malgré tout? Et que signifiait réellement cet aveu? La vérité est plus complexe que n'importe quelle chanson d'amour qu'il ait pu écrire. John Bon Jovi, de son vrai nom John Francis Bon Jovi Jr., est né le 2 mars 1962 à Perth Amboy, dans le New Jersey. Dès son plus jeune âge, sa vie fut marquée par une certaine force de caractère. Ses deux parents avaient servi dans les Marines américains, ce qui imprégnait la maison de discipline, de labeur acharné et d'une ténacité qu'on n'apprend pas dans les livres. Son père, John Francis Bon Jovi Sr., né en 1930, rentra du service militaire et travailla comme coiffeur. Sa mère, Carol Shy, née en 1940, était une femme de caractère et déclara un jour que le corps des Marines n'était rien comparé à son enfance. Plus tard, elle devint fleuriste et géra différentes entreprises au fil des ans. Et même si la famille travaillait dur, elle n'a jamais laissé leur morale flancher. John a grandi avec ses deux frères, Anthony et Matthew, dans un foyer où l'on apprend à s'affirmer, mais aussi à être présent pour les siens. Il y avait une autre facette de sa mère qui rendait leur histoire encore plus singulière, car Carol avait vécu une vie digne d'un film. Au début des années 1960, elle devint l'une des premières bunnies du Playboy Club de Manhattan, situé sur la 57e rue, qui ouvrit ses portes en 1962, l'année même de la naissance de John. Elle a côtoyé des femmes qui sont devenues célèbres par la suite, et a même croisé la route de grandes personnalités, dont Frank Sinatra, une période que John a plus tard qualifiée de formidable. Pourtant, ce faste n'a jamais transformé leur foyer en un lieu luxueux. Elle et le père de John se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux engagés dans l'armée. Après cela, ils ont mené une vie modeste, élevant 3 garçons et faisant face aux aléas de la vie. Bien des années plus tard, Carol est restée proche de l'univers de John, contribuant même à façonner la communauté de fans en fondant et en dirigeant le fan club officiel du groupe, ce qui lui a valu le surnom affectueux de Maman Joie. Elle est décédée en juillet 2024, 3 jours seulement avant son 84e anniversaire. John la décrivait comme une femme de caractère, une force de la nature qui semblait guider toute la famille. Cette même énergie s'est manifestée très tôt chez John et de façon éclatante. Dès 1974, à seulement 12 ans, il formait son premier groupe, souvent appelé Raise, et participait sans tarder à un concours de jeunes talents de son école avec une audace innée. Le plus drôle, c'est qu'ils ont fini dernier, mais il n'a pas baissé les bras. Il a continué car une défaite ne l'a pas empêché de persévérer. Vers le même âge, il a commencé à apprendre le piano et la guitare, s'initiant seul aux chansons d'Elton John. Et au lieu de considérer la musique comme un simple passe-temps, il l'a abordé comme un objectif. Il était encore enfant, et pourtant, il fréquentait déjà les clubs du New Jersey, animé par la conviction inébranlable qu'il deviendrait une rock star. Pas un jour, mais pour de bon. Au fil des années, tout s'est mis en place. Preuve de leur ambition. John enchaîne les formations musicales, notamment avec un groupe nommé John Bon Joy and the Wild Ones. Il se produisait dans des lieux comme le Fast Lane. Il accumulait l'expérience sur scène, prenait confiance en lui, acquérant cette aisance qui ne s'acquiert qu'à force de jouer malgré le trac, jusqu'à ce qu'il finisse par le maîtriser. Puis, le lycée lui apporta quelque chose d'aussi important que la musique. Et ça, de façon tout à fait ordinaire. John entra une première année au lycée St. Joseph de Metuchen, dans le New Jersey, mais on lui demanda de partir avant la fin de sa 2e année. Quelle qu'en soit la raison, cela le poussa vers un nouveau chemin. Il fut transféré au lycée Saraville War Memorial de Portland. Et en 1980, il rencontra Dorothea Hurley. Ce moment devint célèbre par la suite, car John lui confia qu'il avait des difficultés en histoire et qu'elle l'autorisa à tricher avec elle. Il confia des années plus tard, lors d'une interview, avoir été immédiatement séduit par elle. Et ce sentiment ne l'a jamais quitté. Il est presque ironique qu'une chose aussi simple, 2 adolescents dans une salle de classe, une note d'histoire en jeu, ait été le point de départ d'une histoire d'amour qui a survécu à la célébrité. Aux tournées et à des décennies de tumulte, ils partageaient le même milieu social du New Jersey. Et ce passé commun a compté plus qu'on ne le croit.
John n'a pas été élevé comme une star. Doratha n'avait pas été élevée pour se laisser impressionner par les apparences. Elle connaissait la personne réelle avant les affiches, avant les gros titres, avant que les foules en délire ne donnent à toute une dimension démesurée. Doratha avait aussi sa propre force. Et ce n'était pas seulement une force émotionnelle. Elle s'entraînait au karaté, devenait une pratiquante confirmée, et atteignit plus tard le grade de 4e Dare, ceinture noire, avant de devenir instructrice de karaté. Des articles du début des années 1990 mentionnaient même son classement national de l'époque. Et John parlait d'elle comme d'une personne avec laquelle il ne fallait pas plaisanter. Cette indépendance a contribué à la stabilité de leur couple, car elle refusait catégoriquement de se laisser éclipser par la célébrité d'un autre. Pourtant, l'amour n'est pas un long fleuve tranquille, surtout quand l'ambition s'en mêle. En 1985, après des années de vie commune, ils se sont brièvement séparés. Cette rupture est survenue au moment même où la pression sur la carrière de John s'intensifiait. Durant cette période, il a fréquenté l'actrice Diane Lane pendant environ 5 mois. Et d'un instant, on a cru que l'histoire entre John et Doratha était définitivement terminée. Pourtant, la distance qui les séparait a fini par révéler leur véritable nature et ils ont fini par se retrouver. Plus tard, Dorothea en a parlé comme d'une leçon de vie et non d'une fin tragique. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont revenus plus forts. Ils ont compris le prix de la séparation. Et ils ont compris que la célébrité ne dicterait pas leur choix. Tandis que sa vie personnelle évoluait, sa carrière musicale luttait elle aussi pour sa survie. En 1982, John a enregistré une chanson intitulée Runaway au studio Power Station de New York avec des musiciens de studio, dont le bassiste Hugh McDonald et le claviériste Roy Bittan. Alors, il a fait comme tous les musiciens en mal de succès. Il a présenté sa démo aux maisons de disques, espérant obtenir un contrat. Mais il n'a essuyé que des refus, encore et encore, de la part des majors. Et ce silence, omniprésent, finit par être vécu comme une épreuve. À un moment donné, il a failli tout abandonner, un aspect souvent oublié lorsqu'on parle de succès fulgurant. Puis, en 1983, il a fait un choix qui semble tout droit sorti d'un film. Il entra dans les studios de 103,5 FM, la station Apple de Lake Success, dans l'État de New York, et proposa directement Runaway au DJ Chip Hort. La station venait de se lancer. Hobart prit le risque, et le morceau se retrouva sur une compilation intitulée New York Rocks. 1983. Ce coup de chance changea tout, car la chanson devint un véritable phénomène et se répandit bien au-delà des murs de la station. Le seul problème, à la fois simple et terrifiant, était que John n'avait pas encore de groupe. Il s'y employa donc rapidement. Lorsque le groupe se forma en 1983, son premier guitariste soliste était Dave Sabo, un voisin d'enfance. Mais Sabo quitta le groupe pour reprendre ses études et cofonda plus tard Skid Row. Le groupe avait besoin d'un remplaçant et c'est ainsi que Richie Sambora entra en scène. Richie avait été mis en relation avec le groupe par Alec John Such, et le timing était incroyable car Richie était à Los Angeles pour une audition pour Kiss. À son retour, il alla voir le groupe de John jouer et John l'engagea le soir même. L'alchimie fut si immédiate qu'ils retournèrent chez la mère de John et écrivirent aussitôt 2 chansons, Come Back et Burning for Love, qui se retrouvèrent toutes 2 sur leur premier album. Ce n'était pas un simple recrutement, c'était une alchimie incroyable. Et ce son est devenu instantanément reconnaissable entre mille. Même avec le groupe au complet, les débuts furent loin d'être fastes. Leur premier album sortit en 1984. Puis, leur deuxième album, 7000 Hewitt Cents Fahrenheit, fut enregistré dans des conditions difficiles et publié le 27 mars 1985. Entre janvier et mars de cette année-là, pendant l'enregistrement à Philadelphie, les membres du groupe vécurent ensemble dans un appartement exigu, dormant à même le sol et subissant un hiver rigoureux. Le chauffage ne fonctionnait pas correctement. Le réfrigérateur était presque vide et ils essayaient de construire un avenir alors qu'ils grelottaient de froid. Ils ont terminé l'album en 6 semaines environ. Même s'il n'a pas connu un succès immédiat, il leur a permis de continuer à avancer. Et parfois, persévérer est la seule victoire à ce stade. Les tournées ont été bénéfiques, mais n'ont pas tout résolu. Ils ont assuré les premières parties de grands noms, joué avec énergie et vivaient toujours dans le dénuement. John a même déclaré plus tard que les groupes originaux ne gagnaient pas d'argent à cette époque, et c'était vrai pour eux. Il y a eu des moments où Doratha n'a même pas pu l'accompagner en tournée, faute de moyens. Ce genre de pression peut briser des groupes, mais elle peut aussi les souder. Et dans leur cas, elle a soudé le groupe. Et elle a décuplé la passion de John pour son travail.
Puis 1986 est arrivé. La porte s'est enfin ouverte. Le 18 août 1986, ils ont sorti Slippery When Wet, leur troisième album, et leur combat s'est transformé en un véritable triomphe. La majeure partie de l'écriture s'est déroulée dans le sous-sol de la maison de la mère de Richie Sambora, dans le New Jersey. John y arrivait avec une détermination sans faille, apportant même des pizzas pour bien commencer la journée et travaillant jusqu'au soir. Les sessions d'enregistrement ont eu lieu de janvier à juillet 1986 au studio Little Mountain Sound de Vancouver avec le producteur Bruce Fairbairn, et le résultat fut un véritable succès. L'album s'est hissé à la première place du Billboard 200 et y est resté 8 semaines consécutives, devenant ainsi l'album le plus vendu de l'année 1987 aux États-Unis. Au fil du temps, le groupe a connu un succès commercial retentissant et a reçu de nombreuses certifications prestigieuses. Soudain, celui qui s'était figé dans un appartement vide remplissait les salles de concert. Ce succès fulgurant s'explique en grande partie par leur processus d'écriture. Ils ont fait appel au compositeur Desmond Child après avoir appris qu'il avait coécrit le tube de Kiss. I was made for loving you. Dès leur première journée ensemble, Desmond et John et Richie ont composé You Give Love a Bad Name. Et cette chanson devint leur premier tube numéro 1. Desmond a également coécrit Living on a Prayer. L'histoire qu'elle raconte, Working Class People Holding on to Hope, reflétait parfaitement le monde que John avait connu. Le plus étonnant, c'est que John n'était pas totalement convaincu par Living on a Prayer au départ. Et il n'a changé d'avis que lorsque le groupe a peaufiné l'arrangement pour en arriver à la version que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est dire à quel point le succès peut être proche du doute. Même au sein d'une même pièce, à cette époque, ils sont devenus bien plus qu'un simple groupe. Ils sont devenus un phénomène mondial. Les tournées sillonnaient les pays, les salles comblent soir après soir. Et John était devenu une véritable icône, un visage que les fans vénéraient comme un rêve presque palpable. Une célébrité qui peut engloutir votre vie privée si vous la laissez faire. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Le 29 avril 1989, John et Dorothea se sont mariés en secret à Las Vegas, au sommet de leur gloire. Il avait 27 ans et elle 26. Le timing était presque incroyable, car le groupe connaissait un succès fulgurant et venait de donner 3 concerts à guichet fermé au Great Western Forum de Los Angeles, du 26 au 28 avril. D'après John, il a regardé Dorothea et lui a dit qu'il avait besoin d'une expérience encore plus intense et qu'il avait une idée. « Va à Vegas tout de suite », a-t-elle répondu, comme tout le monde, en lui demandant s'il parlait bien de tout de suite. Et il parlait bien de tout de suite. Ils se sont mariés à la chapelle Grayson Wedding Chapel sans prévenir le gérant, le groupe de musique, la sécurité, ni même leurs parents. Ils n'avaient même pas d'alliance. Et, selon une version de l'histoire, le chauffeur de taxi aurait fait office de témoin. Lorsque la nouvelle est tombée, ce fut le chaos. John a déclaré plus tard que cela avait choqué tout le monde. Son entourage craignait que cela nuise à l'image du groupe. Car à cette époque, l'industrie adorait vendre le fantasme de la rockstar disponible. John a dû tenir bon et défendre son choix, car pour lui, il ne s'agissait pas d'une stratégie marketing, mais de sa vie réelle. La vie de Bon Joy sur la route semblait idyllique vue de loin, mais de près, c'était une machine qui ne s'arrêtait jamais. De 1984 à 2015, ils ont effectué 14 tournées majeures, dont beaucoup duraient environ 18 mois et demi. Les concerts ne se limitaient pas à un seul coin du monde. Ils ont sillonné 52 pays à maintes reprises, jusqu'à ce que le calendrier paraisse figé et que les villes se confondent les unes avec les autres. Une tournée en particulier, le New Jersey Syndicate Tour, de 1988 à 1990, est devenue une aventure qui semble héroïque jusqu'à ce qu'on l'imagine. Elle a donné 237 concerts en 16 mois. Et à la fin, le groupe était non seulement épuisé, mais complètement vidé. Après leur dernier concert au Mexique en février 1990, Richie Sambora confia qu'ils étaient tellement épuisés qu'ils pouvaient à peine se parler, comme si leur cerveau s'était mis en veille. Cette fatigue extrême ne s'est pas dissipée après une bonne nuit de sommeil. Elle les a accablés. Elle les a poussés à une longue pause, car la vérité était simple. Ils s'étaient épuisés et ils le sentaient. Et tandis que la foule continuait de les acclamer, une autre facette de l'histoire se dessinait discrètement dans les chambres d'hôtel, les coulisses et les nuits blanches. Dans ce contexte, Jon Bon Jovi a écrit Bed of Roses, que les fans ont perçu comme une chanson d'amour déchirante. Le contexte est important.
sortie le 11 janvier 1993. La chanson est devenue l'une de leurs ballades les plus émouvantes. Mais l'émotion qui s'en dégageait était loin d'être sereine. John l'a écrite dans une chambre d'hôtel, en proie à une terrible gueule de bois, et les paroles portaient en elles une culpabilité qu'il ne parvenait pas à apaiser. Elles figuraient sur leur album Keep the Faith, sorti en 1992. Plus tard, John l'a qualifié de sa chanson la plus autobiographique, car il ne s'agissait pas simplement d'une histoire d'amour en paroles. C'était une confession dissimulée dans la mélodie. À cette époque, il avait déjà épousé Dorotha en 1989, son amour de lycée, le seul point d'ancrage de sa vie. Pourtant, la vie sur la route avait ses propres règles et la célébrité apportait son lot de tentations, comme si elle faisait une partie intégrante du métier. C'est pourquoi des paroles comme « vouloir offrir à quelqu'un un lit de roses tout en dormant sur un lit de clous » résonnent si fort. C'était le cri de quelqu'un qui essayait de profiter de la fête tout en se sentant déchiré, car son cœur était toujours tourné vers son foyer. Pendant des années, les débats ont fait rage entre la vérité et les rumeurs, jusqu'à ce que John cesse enfin de se dérober. En 2006, 17 ans après son mariage, il a fait ses premiers aveux publics et clairs dans une interview accordée à l'Irish Examiner. Il a déclaré « Le rock véhicule une image destructrice et hédoniste. Il a admis avoir eu des moments de plaisir et des infidélités. Il n'a pas cherché à dissimuler ses sentiments sous de belles excuses. Il a présenté ça comme un aspect normal du monde de la musique. Et cette franchise brutale a choqué les fans qui le croyaient une de ces rares rockstars qui ne franchissaient jamais la ligne rouge. Pourtant, Dorotha est restée, et c'est important aussi. John a déclaré plus tard que leur mariage avait tenu le coup parce qu'il n'avait jamais prétendu être un saint. Mais il s'efforçait aussi de ne pas commettre l'imprudence de détruire sa vie de famille. On dirait une phrase calculée, le genre de phrase qu'on utilise pour tenter d'expliquer une situation compliquée sans que celle-ci n'éclipse toute l'histoire. Puis, des décennies plus tard, il est allé encore plus loin. Le 29 avril 2024, John s'est entretenu avec Michael Strawn pour une émission spéciale d'ABC intitulée Halfway There, et il a évoqué les années 80 avec une sorte de vérité désabusée. Il a déclaré avoir commis un meurtre en toute impunité et a pleinement assumé son image de rockstar, allant même jusqu'à évoquer une centaine de femmes dans sa vie. La phrase a rapidement fait le tour du web, car elle était à la fois choquante et empreinte de fierté. Peu après, dans une interview accordée au Guardian en juin 2024, il l'a qualifié de cliché arrogant et a suggéré s'être mal exprimé, ce qui n'a fait qu'ajouter une nouvelle dimension à l'événement. Il a également révélé un élément qui expliquait pourquoi son mariage avait toujours été perçu comme un miracle discret au milieu de sa célébrité. Lorsqu'il a épousé Dorotha à Las Vegas en 1989, son management était furieux car il souhaitait qu'il paraisse célibataire, à l'image d'une starlette capable de vendre des billets et des affiches. Ce mariage a surpris presque tout le monde, y compris les proches du groupe, car il ne correspondait pas à l'image qu'il s'efforçait de cultiver. Cette tension entre image et réalité ne s'est jamais vraiment dissipée, et elle est encore plus visible avec l'agrandissement de la famille. Le 31 mai 1993, John et Dorotha accueillirent leur premier enfant, Stephanie Rose Boniovi, dans le New Jersey, en plein cœur d'une période intense de sa carrière. Le début des années 90 succédait à l'épuisante tournée de 2009, 528 990 et à la pause qui s'ensuivit. Ce fut donc un tournant. Il était toujours une star du rock, toujours en tournée, toujours sous les feux des projecteurs, mais il était désormais aussi père. Et cela changeait la donne pour chaque décision. Il écrivit « J'ai choisi la fille pour bébé Stéphanie » et plus tard. Elle a même dansé sur scène avec lui à l'âge de 7 ans, ce qui paraît mignon. Et ça l'était, mais cela montre aussi à quel point il s'efforçait de concilier deux mondes qui ne s'accordaient pas vraiment. Au fil des années, la famille s'agrandit et l'équilibre à trouver devint plus difficile à trouver. Jesse James Lewis est arrivé le 19 février 1995. Puis Jacob, surnommé Jake, est né le 7 mai 2002. Lord Benjamin, Romeo John, est arrivé le 29 mars 2004. À ce moment-là, l'écart d'âge entre Stephanie et Romeo était de 11 ans, ce qui signifiait que John vivait simultanément deux époques parentales différentes. Entre les sautes d'humeur d'un adolescent et les besoins d'un tout petit, il y avait toujours quelque chose à gérer. Les tournées l'éloignaient sans cesse, et il a avoué plus tard qu'il partait en tournée en hurlant et en se débattant, car il préférait être à la maison.
Doratha, par sa ténacité et sa persévérance, a contribué à préserver l'équilibre de leur quotidien. Elle a évité de transformer la maison en fan club et ne se contentait pas de montrer la télévision du doigt en disant « Tiens, voilà papa », comme si sa célébrité n'était qu'un jouet. Ils essayaient de dîner ensemble dès qu'ils le pouvaient, car ces moments de simplicité étaient essentiels pour préserver une vie normale. Parfois, les enfants lui rappelaient que la célébrité n'impressionnait pas forcément ceux qui le connaissaient le mieux. 2 des plus jeunes avaient même refusé d'aller à son concert, lui signifiant en quelque sorte un refus poli. John reconnaissait que cela l'avait aidé à garder les pieds sur terre, car cela l'obligeait à se souvenir de qui il était vraiment, et pas seulement de qui il était sur scène. En grandissant, les enfants ont commencé à faire parler d'eux, et l'histoire de John s'est entremêlée à la leur d'une manière nouvelle. Début 2018, Jesse s'est associé à son père, le vigneron français Gérard Bertrand, pour lancer Hampton Water. Le rosé a connu un succès fulgurant, s'écoulant en un temps record. Dès sa première année, Wine Spectator l'a classé numéro 1 des rosés au monde et 83e au classement général des 100 meilleurs vins de 2018, lui attribuant une note de 90 points. Un succès d'un genre différent, loin des concerts endiablés et des foules en délire, mais qui portait tout de même le nom de famille. John en parlait avec fierté, ce qui montrait son désir d'offrir à ses enfants d'autres perspectives que la musique, et peut-être même au-delà du chaos qu'il avait lui-même traversé. Puis, la vie de Jake a de nouveau mis la famille sous les feux des projecteurs. Le 11 avril 2023, il s'est fiancé à Millie Bobby Brown, après avoir été en couple depuis juin 2021. Elle a annoncé la nouvelle avec une photo et une légende citant les paroles d'une chanson de Taylor Swift, évoquant l'amour de 2 étés et le désir de les garder tous. Ils étaient jeunes, l'attention médiatique était immense, et pourtant, ils ont su préserver leur intimité. Ils se seraient mariés lors d'une cérémonie intime en mai 2024, entourés de leurs proches, dont John et Doratha, avant de célébrer leur union lors d'une plus grande fête à Tuscany en 2025. John a donné sa bénédiction, a qualifié Millie de merveilleuse et a même plaisanté en disant qu'il connaissait peu Stranger Things, car c'était plutôt destiné à une autre génération. Étrangement, cela faisait écho à son propre mariage, car une fois de plus, il y avait l'amour d'un côté et l'image publique de l'autre, et la famille devait concilier les deux. Malgré tout, John revenait sans cesse à la même vérité, même si elle le faisait paraître imparfait. Il reconnaissait que la paternité l'avait changé, mais les tentations restaient présentes en tournée et il n'y résistait pas toujours. Il disait avoir essayé d'éviter les choix qui détruiraient son foyer, ce qui ressemble à une ligne tracée dans la tempête. Mais c'était, selon lui, la limite qui préservait son mariage. Puis vint cette nuit où la peur devint une réalité tangible et imminente. À 1h51 du matin, le 14 novembre 2012, la police a été appelée à Dunham Hall, une grande résidence étudiante du Hamilton College, dans le nord de l'État de New York. L'étudiante retrouvée inconsciente était Stephanie Rose Bongio, âgée de 19 ans. Elle avait apparemment fait une overdose d'héroïne et a été transportée à l'hôpital. Les policiers ont trouvé une petite quantité d'héroïne sur place et, après une perquisition, ont découvert d'autres drogues et du matériel de consommation dans sa chambre, notamment du cannabis. Des amis ont confié par la suite qu'ils s'inquiétaient de sa consommation de drogue depuis un certain temps et qu'ils avaient essayé de la faire entrer en cure de désintoxication, mais qu'elle refusait d'écouter et disparaissait parfois pendant des semaines. Stephanie et un autre étudiant, Ian Grant, ont été arrêtés et inculpés pour possession de stupéfiants. Ian aurait appelé le 911, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Le lendemain, le 15 novembre 2012, le procureur a abandonné les charges. Ils étaient protégés par la loi new-yorkaise du Bon Samaritain, loi 911, signée en juillet 2011, qui vise à encourager les victimes de surdose à appeler les secours sans craindre de poursuites pour de petites quantités de drogue. Pour John, aucun détail juridique n'avait autant d'importance que cet appel téléphonique. Vers 2 heures du matin, il a reçu ce qu'il a décrit plus tard comme le pire appel de sa vie. Sa fille l'appelait d'un hôpital près de son université. Ses premiers mots furent « Je vais bien ». Et même cette courte phrase était chargée d'horreur, car tout aurait pu basculer. Dans des interviews ultérieures, il a qualifié ce moment d'horrible, le pire de sa vie de père. Et on sentait à quel point il était encore marqué par cette épreuve. Il lui a dit de se réveiller, de se ressaisir, de mettre ses chaussures et de rentrer à la maison. Car face à la peur, l'instinct d'un parent est de mettre son enfant en sécurité. Par la suite, John s'est exprimé publiquement avec prudence. Il a qualifié l'incident d'humain, a déclaré «
La vie continue et il arrive des choses. Et il a remercié les gens pour leur message de soutien. Mais le choc persistait. Plus tard, il a dit que Stephanie allait bien et a admis avoir rencontré de nombreux parents ayant vécu le même cauchemar. C'est ce qui l'a transformé, car il a réalisé que ce problème était bien plus vaste et plus proche de nous que beaucoup ne l'imaginent. Stephanie a finalement quitté Hamilton College pour intégrer la nouvelle école à New York, où elle a obtenu son diplôme en 2017. L'overdose a été un électrochoc pour la famille, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient, car elle les a forcés à réfléchir à ce qui compte vraiment une fois les projecteurs éteints. Pendant que John gérait les craintes de sa famille, le groupe a connu une crise interne dont les répercussions se font encore sentir. Le 2 avril 2013, quelques heures seulement avant un concert à guichet fermé au Scotiabank Saddle Dome de Calgary, Richie Sambora ne s'est pas présenté. Aucun avertissement public n'a été donné et le groupe a publié un bref communiqué annonçant son absence pour raisons personnelles. L'équipe technique était encore nombreuse sur la route et il restait des dizaines de concerts pour la tournée Because We Can. Du jour au lendemain, John a dû assumer une charge de travail supplémentaire sur scène, tandis que tous s'efforçaient de maintenir le spectacle. Richie n'est jamais revenu sur scène. Et ce qui a le plus surpris, c'est la discrétion avec laquelle le groupe a mis fin à une collaboration débutée en 1983. Au fil du temps, d'autres pans de l'histoire de Richie ont été révélés. Et aucun n'était simple. Il est entré en cure de désintoxication en 2007, puis en 2011 pour des problèmes d'alcool et de dépendance aux analgésiques. Plus tard, il a déclaré qu'il était déjà sobre lors de ses 2 séjours et qu'il avait même apprécié certains aspects du processus, car il s'était investi dans la thérapie et avait aidé d'autres personnes. Mais la principale raison invoquée pour son départ était sa fille Ava. Elle est née le 4 octobre 1997. Lorsqu'il a quitté le centre, en 2013, elle avait 15 ans. En plein cœur de cette période où un enfant peut avoir besoin de vous sans pouvoir l'expliquer, Richie a déclaré que la famille devait passer avant tout. Après sa rupture avec Heather Lyer et le prononcé du divorce, leur vie de famille a connu ses propres turbulences, et il souhaitait être présent et stable pour Ava. En 2014, lors d'une interview, Richie a décrit un sentiment d'étouffement, comme si la vie n'était plus source de joie. Il a alors expliqué avoir privilégié le bonheur à l'argent car il n'avait plus rien. Cette phrase a fait mouche car elle donnait l'impression que la séparation était moins un accident soudain qu'une accumulation de frustration. Le plus étrange, c'est ce qui s'est passé ensuite. En avril 2024, John a confié qu'il attendait depuis 10 ans devant la porte de Richie pour parler de leur rupture. Il a expliqué qu'il n'y avait jamais eu de dispute, seulement de l'amour, mais qu'il n'en avait jamais vraiment discuté. Il a ajouté que la porte était toujours ouverte et qu'on pouvait percevoir la douleur dans cette attitude, car les ruptures les plus douloureuses sont parfois celles qui restent sans véritable explication. En 2024, John portait un regard plus direct sur sa vie, notamment suite à la diffusion du documentaire Hulu, Thank You, Good Night, The Bon Joy Story, sorti le 26 avril 2024, qui retraçait l'histoire du groupe. Ce documentaire, ainsi que l'émission spéciale d'ABC, ont remis en lumière ses choix passés, contrastant avec une déclaration de 2010 où il affirmait que personne ne lirait jamais cette histoire le concernant, comme s'il promettait une légende plus édulcorée. Mais le temps finit toujours par révéler la vérité. À ce moment-là, il ne se cachait plus derrière une image parfaite. Pourtant, il revenait sans cesse à cette idée que certaines limites l'avaient empêché de sombrer complètement. Il reconnaissait ses excès, mais affirmait que le narcissisme n'avait jamais justifié de tout mettre en péril. Pour lui, il existait des limites à ne pas franchir si l'on voulait que le foyer survive. Et il était convaincu que ces limites étaient importantes, même s'il continuait de blesser des gens en les respectant. Irony du Sword. Il racontait déjà des bribes de cette histoire à travers sa musique, puisque l'album Bed of Roses existait déjà en 1993. Il admettait en silence ce qu'il ne voulait pas dire à voix haute. Puis, alors que le drame semblait se limiter aux relations et aux tensions au sein du groupe, son corps lui réserva une nouvelle épreuve. En 2022, il apprit que l'une de ses cordes vocales s'atrophiait et s'affaiblissait, tandis que la corde la plus forte la déplaçait, rendant sa voix instable. Après 40 ans de chant, les dégâts étaient bien réels, et il consulta un spécialiste à Philadelphie qui pratiqua une thyroplastie de médialisation consistant à poser un implant permanent pour repositionner correctement la corde vocale la plus faible. La convalescence n'avait rien de glamour.
Elle était faite de travail quotidien, d'exercices vocaux, d'efforts répétés et d'une lente remontée vers la maîtrise. John s'était imposé une règle stricte. S'il ne pouvait pas être au sommet de son art, il se retirait, car il ne voulait pas se retrouver sur scène en étant une version affaiblie de ce dont les fans se souvenaient. Ce retour est devenu officiel le 23 octobre 2025, lorsque Bon Jovi a annoncé le Forever Tour, leur première tournée en 4 ans, liée à la sortie de leur album Forever, prévue pour 2024. Le plan prévoyait une grande série de concerts au Madison Square Garden, avec 9 spectacles en juillet 2026. Les 7, 9, 12, 14, 6, 19, 21, 23 et 26 juillet, à 19h30. Après tout cela, l'appel de la route se faisait de nouveau sentir. Mais cette fois, cela ressemblait moins à une fête qu'à une épreuve qu'il refusait d'échouer. Et durant toutes ces années, un lien demeura immuable. Le 29 avril 2025. Exactement 1 an après cette confession devenue virale, John et Dorota fêtèrent leurs 36 ans de mariage. Il a publié des photos, dont une de leur mariage à Las Vegas en 1989, et a écrit qu'il lui avait offert 36 roses pour chacune de ces 36 années. Dans ce simple geste, on ressent toute l'histoire se cristalliser. La célébrité, les erreurs, la résilience, la peur, la famille, et le fait qu'elle soit restée. Leur vie n'a jamais correspondu à l'image idéalisée que les gens voulaient croire, mais elle ne s'est jamais complètement effondrée non plus. Et c'est peut-être la fin la plus authentique qu'une telle histoire puisse offrir.